Le risque, c'est de vouloir plaire à tout le monde. J'ai hésité à rester dans la sphère publique. À un moment donné, j'ai fait une barrière en Nouvelle-Zélande. Des personnes qui me contactent en me disant « Ouais, on pourrait faire le buzz. » Bon bah salut. Bonsoir. Ça m'intéresse pas du tout. Ton cœur, il est vivant là. Entrepreneur, podcasteuse, ancienne star du X, scénariste de bande dessinée et de fiction. Tu m'as dit que tu étais en train de réfléchir à ça. Auteur à succès, blogueuse, conférencière, coach en développement personnel. Tu as lancé ton podcast aussi qui s'appelle Mentores. Et pour finir, tu as une communauté de plus de 500 000 abonnés. Mais moi, ce que je veux savoir derrière tous ces chiffres, ces vanity metrics, je veux savoir qui est cette Céline. Oh, choupi. Cette Céline, c'est celle qui est en maternelle et qui a hâte de lire et écrire et qui est super curieuse du monde. Elle ne sait pas encore tout ce qu'elle va vivre, mais en tout cas, elle a beaucoup d'appétit, comme la Céline d'aujourd'hui finalement. Je suis trop content de te recevoir encore une fois, moi parce qu'on aussi, commence à se connaître un peu quand même. Ça fait Oui. plusieurs fois que je te reçois sur un des formats de Com. Aujourd'hui, le Com Show, je te fais un petit rappel et je fais un petit rappel pour les personnes qui nous regardent. C'est un talk show qui est vraiment dédié à la communication, au marketing, etc. On le fait dans un cadre cool, tu verras qu'il y a quelques petits happenings aussi. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est hyper intéressant, hyper important, on nous l'a beaucoup demandé, c'est le changement d'image de marque. Tu vois, vraiment de réussir sur les réseaux, dans la perception des gens, à pouvoir changer drastiquement d'image. N'oubliez pas, pour toutes les personnes qui nous regardent, de liker, de commenter, de vous abonner, c'est hyper important pour imaginer ce format dans la durée. Je te montre un premier chiffre, comme ça nous met direct dans le game. Okay. Tu as la thématique du jour. Je te montre ce chiffre qui est le bon. Et tu dois me dire, selon toi, à quoi ça correspond. Peut-être l'âge moyen où on atteint le paroxysme de sa carrière. Non. Le nombre, ça pourrait en vrai. Le nombre d'enfants que tu envisages d'avoir. Ce serait plus. C'est le mec qui veut faire une colonie de vacances. Non, 50, c'est le nombre de magazines dont tu as fait la une quand tu étais donc anciennement dans l'industrie du X. Et j'aimerais savoir, moi, qu'est-ce qui a été. Tu savais pas? Non. Voilà. Ça n'a jamais compté pour moi, mais ça me fait rire. Ça permet en fait d'amorcer le sujet qui est important. C'est quel a été le déclic pour toi du moment où tu t'es dit je veux faire le changement, je veux changer totalement de secteur, totalement d'industrie, et ce qui nous permettra de nous amener sur la thématique de comment est-ce qu'on fait pour concrètement changer cette image. Eh bien, ça part vraiment d'un ressenti, c'est l'envie d'évoluer. Ok. Je pense qu'il n'y a rien de pire de sentir qu'on stagne. Il n'y a rien de mal à rester dans quelque chose et à s'y sentir bien, au contraire, c'est même une force. Mais moi, je ressentais le besoin d'évoluer et j'avais même l'impression de m'enfermer, tu vois. Okay. Donc, soit, en fait, je me diversifiais. Je faisais de la prod et je restais dans mon milieu, mais ça ne m'intéressait pas. Soit je passais à autre chose. J'ai toujours entrepris tout ce que j'ai fait pour apprendre et quand même d'être au clair avec qui on veut être et comment on a envie de l'incarner et de le communiquer. Donc pour moi, c'est pas tant chercher à casser, à convaincre, parce qu'à la limite, plus on cherche à convaincre et plus on s'épuise et ça devient frustrant. On n'est jamais aussi convaincant à mon sens que lorsqu'on est ancré et que lorsque on véhicule quelque chose qui est congruent et qui va faire que les gens vont adhérer non pas mentalement, mais émotionnellement. Il y a plein de gens, par exemple, qui n'adhèrent pas à la trajectoire de ma carrière, au show du porno, mais je sais qu'ils vont adhérer parce que finalement, ce qu'ils vont voir, c'est au-delà. C'est justement ce pourquoi tu m'as invité. C'est, à un moment donné, cette capacité à croire en soi et à s'autoriser à faire autre chose. Et là, ça fonctionne. Donc, c'est pas cassé, c'est transformé. Et ça, donc, l'étape, avant même de parler peut-être d'autres typologies de stratégie, même si j'entends bien que c'est un côté émotif et que ça doit être du réel, la première étape, c'est de se dire je me pose et fondamentalement, je dois me convaincre. Et déjà, je me regarde. Déjà, c'est qu'est-ce qui existe de moi aujourd'hui. Là, en l'occurrence, quand tu as une célébrité, c'est OK, quelle image j'ai véhiculée et en fait, sortir du déni. Parce qu'il y a l'histoire qu'on se raconte de soi et puis il y a aussi ce qu'on véhicule. Donc, il faut être curieux, arrêter d'être nombriliste. Donc, quand je parle d'introspection, ce n'est pas rester sur soi. C'est au contraire être curieux de ce qu'on dégage et donc écouter du feedback, regarder les commentaires, même s'ils ne sont pas agréables, c'est OK, je constate qu'il y a des constantes, qu'il y a quand même des choses qui ressurgissent.
c'est pas un hasard. Si les gens pensent ça de moi, c'est que quelque part, j'ai émis un message qui justifie ça. Ça ne veut pas dire que je mérite d'être jugée ou d'être discriminée, mais je suis l'émettrice du message. Donc je n'ai pas de contrôle sur la manière dont il va être perçu, mais j'ai quand même du contrôle sur ce que je veux véhiculer. Ça veut dire que les commentaires, t'en prends compte. C'est des signaux qui sont intéressants pour dire est-ce que ça fonctionne ou pas. Est-ce que ça t'impacte? Est-ce que tu arrives à faire la part des choses? Forcément, je te pose la question parce que quelqu'un qui demain voudra changer d'image, il va forcément avoir des commentaires et il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles, tu vois, à avoir de la critique négative. Parce qu'elles ne sont pas toujours constructives, comme tu l'as dit. Comment toi tu le ressens, tu vois J'accompagne beaucoup par rapport à ça, par rapport au regard, la peur du regard des autres. Hein. C'est un vrai sujet parce que quand l'estime de soi est fébrile, c'est normal d'être perméable. Donc c'est pour ça que le travail sur soi il est important. Et plus tu vas être ancré et aligné avec ce que tu veux représenter, plus tu vas rester concentré sur ce que tu veux faire. Le risque, c'est de vouloir plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est une illusion. Et en plus, quand tu fais ça, tu te disperses et tu donnes un énorme pouvoir aux autres. Donc le principe, c'est être conscient des attentes et des besoins des autres pour créer une passerelle, pour pouvoir justement communiquer un message adéquat. Mais c'est un échange, c'est une relation, tu vois. Et même dans une relation de couple, j'ai envie de te dire, ça fonctionne de la même manière. Il faut prendre sa place, observer dans quel monde on est et voir comment on peut interagir. Ok. Et est-ce que stratégiquement, parce qu'on nous l'a demandé, pas mal demandé, est-ce que stratégiquement de sortir des réseaux pendant un moment, genre se dire, vas-y, pendant 6 mois, je stoppe. Comme ça, quand je reviens, il y a un temps qui s'est passé, potentiellement on s'est fait un peu oublier, parce qu'au vu du nombre de contenus, de volume d'infos qu'on voit, peut-être que les gens passent. Est-ce que ça peut être une strat ou pas? Avec Internet, on va toujours te ramener des vieux contenus. Et moi, plus encore, malheureusement d'ailleurs, par rapport à la pornographie, je n'ai pas de contrôle sur la diffusion des contenus. D'ailleurs, ce qui enfreint la loi et c'est problématique par rapport aux mineurs, c'est un autre débat. Mais ce qui est passé pour toi reste encore présent pour les autres. Donc, moi, je pense que faire une pause, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. C'est que j'ai voulu faire les choses avec ma méthode. Alors, ça a marché partiellement. Hein. J'ai bossé dans des films d'action, j'ai réalisé mon rêve de gamine. Mais vraiment, pour construire une carrière, maintenant, avec le recul, je me rends bien compte que je n'ai pas suivi les codes. Tu vois. Donc, il faut quand même jouer le jeu. Et tu ne penses pas que, rapidement, parce que c'est moins le sujet, mais c'est intéressant, que si tout le monde respecte les codes, tout le monde fait la même chose et que justement de sortir de ces usages qui sont un peu, tu vois, définis, c'est justement pas le moyen de pouvoir faire la diff. J'en sais rien, je challenge le truc. Quand je dis suivre des codes, ça ne veut pas dire se conformer et faire comme tous les autres. Moi, j'adore l'exemple de Jean-Claude Van Damme. C'est le mec, putain, c'est vraiment l'incarnation de l'audace. Il a presque harcelé, tu vois, les producteurs. Mais finalement, le principe est le même. Il faut se faire connaître et il faut montrer tes compétences. Et après, ta personnalité va faire que tu vas le faire d'une certaine manière. Mais il y a des principes. Et en fait, l'erreur, c'est de se dire, c'est d'être tellement tourné vers soi qu'on se dit, je comprends pas, j'ai plein de compétences, j'ai quand même fait ça, c'est pas juste. Et là, on se victimise. Et puis après, on peut très bien dire, oui, c'est à cause du porno si je bosse pas, c'est parce que je suis asiatique, c'est parce que je suis une femme, c'est parce que je suis âgée. Au bout d'un moment, on s'en sort pas. Donc le principal, c'est de se dire, ok, j'ai conscience de mes compétences, mais est-ce que les autres le savent? Et donc, au bout d'un moment, il a bien fallu que je me bouscule en me disant, attends, cocotte, tu es en train de te plaindre, mais qui sait que tu as envie de faire autre chose? Et comment les gens pourraient même deviner que tu es capable de le faire? C'est pour ça que quand j'ai voulu me lancer dans le cinéma, je me suis mise à fond dans l'entraînement, tu vois, combat scénique. Je me suis dit, la meilleure manière de, pas casser mon image, mais de proposer autre chose, c'est de montrer, c'est de faire. Et comme ça, les gens sont devant le fait accompli. Et il n'y a pas de discours, c'est tu peux ou tu peux pas. L'impact, c'est quand tu vois de l'image. Plus que juste de ce que tu dis, où là, c'est plus compliqué d'adhérer. Et donc, toi, tu as réussi à passer de star du X à coach en développement personnel. J'ai envie de te faire un petit jeu. J'aime bien jouer. Eh ben, vas-y. J'ai envie de voir si tu vas réussir à deviner quelles étaient les anciennes vies passées au niveau des métiers de certaines autres célébrités. On va commencer le petit jeu. Alors, je vais commencer avec… Il y a des célébrités que je ne connais pas, pour info. Je suis la reine des… Moi aussi, c'est pour ça que tu me vois regarder. Que je ne connais pas, donc attention. Je pense que là, je te fais du simple. Le premier. Tu dois deviner. Je te dis 3 options et tu me dis si tu en as une parmi les 3. C'est Jean Dujardin. Jean Dujardin. Ouais, c'est Jean Dujardin. Beau gosse. Non, parce que parfois, il ressemble un peu à Gilles Lelouch aussi. Ouais, c'est vrai, les deux, c'est les mêmes. Jean Dujardin. Il était fleuriste.
Non, j'en sais rien. Non, bah, ouais, ça faisait partie des options. Enfin, pas fleuriste, mais paysagiste. Soit paysagiste, soit comptable, soit serrurier avec son père. Serrurier? J'ai envie de croire qu'il était serrurier. Serrurier avec son père. Je trouve que c'est ouf, Ouais, vraiment. c'est trop mignon. Et il a commencé en plus, je crois, à être acteur que. Enfin, certainement qu'il avait, il avait déjà fait des choses avant un Game Fee, mais c'est un Game Fee qui l'a propulsé. Mais avant, il était serrurier avec son père. Sympa. Je te fais une deuxième question. Meghan Markle, c'est bien dit ou pas? Meghan Markle. Yes. Elle a été, donc avant qu'elle soit actrice et surtout qu'elle rejoigne la famille royale, est-ce qu'elle était calligraphe, danseuse d'opéra ou géologue? Géologue. Non. Parce que danseuse d'opéra, je vois pas. Non, bah alors dans ce cas-là, c'est calligraphe. Ouais, calligraphe. Ouais. Je trouve ça assez beau. ouf. Tu peux pas l'imaginer. Ouais. C'est trop classe. Et tu vois, tu vois, je trouve que c'est intéressant parce que tu ne sais pas. Enfin, on a sur plusieurs vies dans une vie. Ouais, mais tu vois, on ne s'arrête pas finalement sur le fait que Dujardin a été serrurier avec son père. Tu vois, personne ne le sait. Moi, je le sais. Oui, alors que moi, bien sûr, je ne peux pas faire une interview sans qu'on passe beaucoup de temps, mais vraiment beaucoup de temps à parler de cette partie-là. Après, c'est vrai que c'est un métier qui suscite des questions et qui génère du trafic. Hein. C'est la seule question que j'ai par rapport à l'industrie du X, mais ça, je voulais te poser la question. Est-ce qu'il y a un acteur ou une actrice qui a fait un switch de ouf qu'on ne connaît pas, tu vois, et qui a réussi à changer aussi, pareil, fondamentalement de métier, tu vois? Il y en a plein, en fait. Sauf qu'en fait, les reconversions les mieux réussies, pour moi en tout cas, dans le X, sont celles dont on ne parle pas. Okay. C'est être dans la lumière, dans un domaine hyper transgressif et assez rock'n'roll, et d'un seul coup, passer dans quelque chose, se retirer, et ça se fait de manière confidentielle, et leur succès, il est là. C'est de parvenir à couper pour se créer une nouvelle vie. Moi, j'y ai songé, hein, j'ai hésité. J'ai hésité à rester dans la sphère publique. À un moment donné, j'ai fait une barrière en Nouvelle-Zélande en me disant, allez, moi, je vais vraiment tout couper. Et c'est aussi très stimulant. Mais finalement, j'ai choisi d'être dans une transformation et dans une dimension de réutilisation de mon expérience. Ok, hyper intéressant, je trouve, de se servir finalement de ça, du passé, et de la communauté aussi que tu crées, parce que tu pars pas avec 3 abonnés, tu as quand même une communauté qui est engagée. J'ai fait du coaching parce qu'il y avait déjà une demande existante. Et ça parce que tu as pris le pouls justement des retours, des insights. Exactement, ouais. Tu disais, donc du coup là je reviens sur les éléments pour réussir à bien se repositionner. Tu disais donc que le premier point qui était majeur, c'était donc son soi, de vraiment l'admettre, le comprendre. Après, stratégiquement, est-ce que tu as d'autres billes un peu techniques, tu vois, en termes de stratégie pour pouvoir asseoir son repositionnement? Ouais, alors effectivement, au départ, c'est vraiment une reconnaissance. C'est un état des lieux. C'est où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai véhiculé jusqu'à présent, et maintenant, dans mon état présent, en fait, quelles sont mes valeurs? Pour moi, les valeurs, c'est fondamental dans tout ce qu'on entreprend parce que ce sont vraiment les fondations de ce que tu construis, et c'est ce qui va te permettre de faire les justes choix. De pas de résister à des sollicitations qui pourraient t'écarter de ton image. Moi, j'ai refusé par exemple plein de sollicitations où je pouvais gagner de l'argent, mais je savais que ça m'éloignait de ce que je voulais véhiculer. Donc, il faut vraiment être solide sur sa posture, ce qui est déjà un sacré travail. Après, il faut être cohérent, c'est-à-dire qu'il faut être curieux, comme je disais, de son environnement et être dans la communication. Quelle place j'ai envie d'occuper au milieu de cette société, et quelle est ma contribution? À quel besoin je réponds en fait? Parce que ça ne peut pas être juste narcissique, il faut être dans une dimension d'échange. Donc la communication va être hyper importante, c'est comment je communique, quel ton, sur quel réseau, et bien sûr quelle est ma cible, à qui je m'adresse. En fait, c'est pas la même chose que de s'adresser à des ados, tu vois, qu'à des entrepreneurs, c'est un positionnement. Et ça, évidemment, que je suis passée par toutes ces étapes aussi. Hein. À un moment donné, tu vois, en transition entre le X et aujourd'hui, j'ai créé mon blog et ma chaîne Ma Vie de Ninja. Et là, j'étais vraiment dans un autre personnage qui est aussi une facette de moi, la geek, l'exploratrice, qui fait des vidéos de fight et voilà, de training. Et ensuite, tu vois, j'ai dévié. Mais ça avait du sens à ce moment-là. Ok. Et quand je reviens à un truc, parce que vraiment, on nous l'avait remonté. Quand tu as que ce soit en fonction des cibles, et une fois que tu l'as analysé, ce que tu l'as dit, c'est hyper intéressant de forcément communiquer en fonction de la cible à qui tu veux t'adresser. Quand tu as des retours, des commentaires, est-ce qu'il faut y répondre ou pas? C'est une question qui est simple, mais est-ce qu'il faut plutôt s'abstenir de répondre et laisser dans le blanc les gens balancer leur truc, ou est-ce qu'il faut répondre avec humour ou pas, avec sincérité ou non? Est-ce que ça fait partie de la strat ou pas? Pour moi, c'est pas une question de stratégie, c'est une question de civisme, enfin de politesse. Ok.
Ok. Tu vois, les gens ont pris du temps, en fait, de leur vie pour regarder ton contenu. Ils ont pris un temps pour commenter. Donc, pour moi, c'est même tout simplement une question de courtoisie que de répondre. Ok. Même si c'est juste pour liker ou dire merci, en fait. Et après, il peut y avoir des commentaires parfois qui piquent un petit peu. Mais à partir du moment où ça reste quelque chose de... Enfin, c'est poli, pour moi, c'est merci, en fait. Ok, ça me déplaît, mais c'est l'occasion d'apprendre. C'est tiens, qu'est-ce qui fait que cette personne elle a pensé ça? Elle a peut-être tort, mais elle a peut-être raison. Ok. En revanche, tout ce qui est insultant ou tout ce qui est hors sujet, ça j'évacue direct. Ok. Par contre, Pour moi, ça n'existe pas, c'est du bruit. Ok. Sur la communication, pardon, je voulais juste rajouter les partenariats, bien sûr, parce que là, je parle de choses où je suis très en mode solitaire, mais après, ce qui va aider aussi, c'est de collaborer, de créer des interactions avec d'autres personnes qui sont dans la même dynamique que toi, la même énergie. Tu vois, en conseil sexo, par exemple, voilà, je fais souvent des vidéos avec le docteur Gilbert Boujaoudé, il est médecin sexologue. Je ne le fais pas avec quelqu'un qui va être coach en séduction. Pour moi, c'est à côté de la plaque. Mon prochain bouquin sur la performance, c'est en collaboration avec un psychiatre qui est spécialisé dans les TTC. Donc on est vraiment dans un discours, pas scientifique, mais en tout cas qui est solide. Donc ça, c'est important. C'est avec qui j'ai aussi envie de m'associer pour renforcer cette image et aussi apprendre de ces personnes-là. Parce que ça nous élève tous de nous associer. Je trouve que c'est hyper intéressant dans la stratégie de repositionnement. C'est rapidement de pouvoir réussir à se faire une image par le biais des personnes que tu côtoies. Je trouve que c'est hyper smart parce que tout de suite, un hack, les gens d'une autre communauté te découvrent sur ce biais-là. Et donc rapidement, tu essaies de changer la tendance de ta communauté qui connaissait pour un autre truc, qui finalement va s'équilibrer jusqu'à un moment. C'est ça, et c'est une dimension de partage. C'est pas se servir de. Bien sûr, on s'entend. Ça, on le sent de toute manière. De toute façon, de manière générale, de fou. Et puis, moi, les personnes qui me contactent en me disant « Ouais, on pourrait faire le buzz ». Bon bah salut. Bonsoir. Ça m'intéresse pas du tout. Non mais de fou. De toute façon, de manière générale, que ce soit dans le business ou autre, de faire un coup, c'est facile, mais ça ne te permet pas d'avoir une logique pérenne des choses. Il y a un moment où il faut que ce soit vrai et transparent. Je te montre un autre chiffre. Yes. Je veux que tu me dises, selon toi, à quoi ça te fait penser. Bon, ça pareil, c'est des chiffres qui sont tellement génériques. Alors, 20 millions, à quoi ça correspond? Alors, c'est pas 20 millions d'amis, c'est une blague un peu facile, mais… non, c'est pas ça. 20 millions, c'est ce que j'aurai sur mon compte en banque dans 10 ans, ça me semble sympa. Ce que j'aime bien déjà, c'est que tu n'as pas dit un jour ou machin, c'est… Tu as temporisé, c'est y aura. Pas en dong, la monnaie vietnamienne, parce que ça fera 2 euros. Non, en vrai, par contre, c'est ce qui va te permettre de les avoir, puisque c'est le nombre de recherches mensuelles qu'on a en France sur le développement personnel et sur la reconversion professionnelle. J'étais choqué du chiffre. Donc attends, c'est bien mensuel. Ça tombe bien, c'est ma spécialité. Mais justement, donc est-ce que tu te rends compte, toi, de l'augmentation du nombre de demandes que tu avais ou pas? Oui, et puis en plus, la pandémie, l'épisode Covid, je pense, a vraiment bousculé les gens. Ça a renforcé un sentiment de précarité, un besoin d'être flexible. On est dans un monde où on est obligé d'être flexible. Et parallèlement, on en parlait tout à l'heure, il y a le besoin d'avoir du contrôle, de se sécuriser. Donc comment on fait pour avoir un minimum de contrôle sur sa vie et se projeter et en même temps pouvoir s'adapter au monde qui bouge. Et puis parfois aussi, comme on l'évoquait aussi, il y a des moments où tu ne te sens plus aligné. Tu te retrouves dans un environnement où tu te sens exploité, où ça ne correspond pas à tes valeurs, où tu n'as pas de reconnaissance, tu ne te sens pas utile. Donc à ce moment-là, c'est le moment de partir. Mais pour aller où ? Donc, bien sûr qu'il y a un besoin par rapport à ça, dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie intime. Moi, je suis une spécialiste des accompagnements de rupture. C'est comment bien amener la rupture ou c'est l'après? C'est quand tu te sens… les deux, en fait. Et c'est parce qu'on parle toujours des coachs en séduction, mais apprendre à partir, c'est hyper important. C'est apprendre à dire non, à dire stop, ça suffit. Et il y a des personnes qui sont tétanisées parce qu'elles ont peur du conflit, elles ont peur d'être seules, elles ont peur d'être rejetées ou de ne plus, de décevoir aussi. Mais elles s'enferment. Donc c'est hyper important à un moment donné de prendre sa place, de se poser la question, qui j'ai envie d'être? Parce qu'en fait, on n'est pas éternel, donc qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? C'est précieux. Or, le travail, c'est tellement du temps de vie. La question, elle mérite d'être posée. Qu'est-ce que j'ai envie de, comment j'ai envie d'occuper cet espace sur cette planète. Non, mais de fou sur ce court instant. Non, mais clairement, et je trouve que le parallèle, si tu le ramènes au monde du travail, c'est
de la même manière qu'on met un énorme focus sur l'onboarding des collaborateurs, finalement l'offboarding est tout aussi important. De la même manière qu'un couple, plutôt que d'être que dans la séduction, ça peut être justement l'après, Ouais, ce qui est tout aussi important parce que finalement, c'est ce qui construit plus facilement ta nouvelle aventure. C'est ça, et moi j'aime bien le fait que tu utilises le mot construire, parce que tu as des gens qui vont dire ah tout ça pour ça sert à rien, ça y est c'est une fin donc c'est forcément négatif. Mais une fin ça peut être une célébration au contraire. Ouais, de fou. Et il faut le voir sur ce versant. Tu as des images, t'as des marques ou des personnes qui selon toi ont fait genre, des profils qui sont inspirants dans ce repositionnement, tu vois, qu'ils ont fait avec brio. Ça peut être des marques. Il y en a plein. Mais en termes de personnalité, la première chose qui me vient, c'est Mickey Rourke. Okay. Même si on ne le voit pas énormément aujourd'hui au cinéma. Mais le mec, c'était quand même... bon, c'est plus de ma génération, mais quand j'étais gamine, ce mec-là, c'était le beau gosse du cinéma, quoi. Super beau. Après, donc il a eu son heure de gloire en tant qu'acteur. Ensuite, il s'est lancé dans la boxe, je crois, à titre professionnel. Il s'est bien abîmé. Il y a eu des excès, probablement de la drogue, j'ai pas les détails, mais il y a vraiment une descente aux enfers. Ouais. Et il a fini par être oublié et être complètement défiguré, la chirurgie esthétique et tout ça. Donc il était devenu has-been, le mec. C'était vraiment, c'est horrible, mais c'était putain, le mec il s'est détruit. Et il a fait une réapparition dans The Wrestler, qui est un super film que je conseille, qui, si tu veux, c'est fort, parce qu'au-delà du film qui est très bon, c'est vraiment une mise en scène de son parcours. C'est le mec qui, à un moment donné, a eu son heure de gloire, qui est devenu un has-been. Et putain... has-been, qui sont devenus des trucs ultra chébrants pour les jeunes, genre... Putain, j'ai plus les bons termes, mais de dingue. Ouais, c'est devenu branché. Après, l'intérêt, c'est qu'ils peuvent facilement trouver des collaborations avec des influenceurs, des égéries. Donc, c'est peut-être plus facile que pour un être humain qui, lui, quand même, doit... tu vois, il y a quand même une part émotionnelle, alors que là, on parle de pur business et de manipulation par l'image. J'ai quand même le sentiment que c'est plus facile. C'est vrai. Il y a des exemples aussi au cinéma, dans les fictions. Enfin, tu vois, Karate Kid, Cobra Kai. Karate Kid, c'est quand même une vieille référence. Le film a énormément vieilli. Et ils ont eu cette intelligence de récupérer les acteurs de l'époque pour les mettre dans un programme qui parle à tous. C'est super fort. Ouais, de dingue, je suis d'accord. Le divertissement, hein, en fait, c'est toujours une histoire d'émotion. Bah, on est des êtres humains et encore plus quand tu as tellement de contenu, tellement de choses que tu vois au quotidien, que tu as un moment où c'est comme ça que tu arrives à faire la diff. Et les hommes politiques se servent de ça, ils se servent de l'image aussi pour essayer, bon c'est souvent vain, mais pour essayer en tout cas d'être dans une autre forme de séduction. Ça, tu penses que, tu vois, typiquement Emmanuel Macron, le président, qui est passé sur plein de médias sur lesquels... Monsieur Macron, je ne connais pas. Non, mais tu vois, il est passé sur des médias qui sortent des médias un peu traditionnels de la télé et qui sont allés sur du Hugo Décrypte, etc. Ça, pour toi, est-ce que c'est travailler son image de marque? Est-ce que c'est la transformer? Je trouve qu'on reste dans la thématique parce que tu passes d'une vision très... traditionnel du président à un président qui est beaucoup plus accessible, qui est à l'écoute des jeunes, etc. Tu penses que c'est une bonne stratégie? Je pense que c'en est une. C'est même sa manière de poser aussi, être voilà, l'homme de la situation, d'être curieux justement de son environnement et de s'adapter aux nouveaux médias. D'autres l'ont fait. Hein. Apparemment, Bardella était aussi beaucoup sur TikTok. Enfin, tu vois, il y en a plein qui ont eu cette intelligence de s'intéresser aux nouveaux médias. Bah, c'est normal, il faut communiquer. Et en même temps, est-ce que ça fonctionne quand ça sent trop la stratégie? Tu dis, ok, il a une super équipe autour de lui, mais est-ce que j'y crois? Là, ça va dépendre vraiment de la personne. À quel point elle est capable d'être authentique, tu vois, dans son personnage. Sur ce que tu disais, et dans la authenticité et politique, ça fait rarement bon ménage, quoi. Oui, c'est vrai. Je termine souvent la question d'un moment où tu as eu un déclic, tu vois, une expérience, l'expérience qui pour toi a été la plus impactante. Tu vois, est-ce que tu t'en as une d'expérience vraiment qui t'a marqué? Dans quel cadre? Dans le changement d'image? Parce que des expériences qui m'ont marqué, il y en a pas mal. Non, là on sort un peu du scope du changement d'image, genre vraiment un truc qui, tu vois, moi j'en ai plein qui font qu'il y a un avant-après, tu vois. Est-ce que t'en as eu ou pas? Un avant et un après? Ouais. Ça peut être pro, ça peut être perso, ça peut être sur ta manière de voir les choses, sur ta manière...
peu importe, tu vois. Franchement, le fait de me former en hypnose, enfin, tu vois, j'ai suivi des séances d'hypnose ponctuellement durant mon parcours qui m'ont beaucoup aidée. Mais en fait, le temps où je me suis formée, ça m'a vraiment énormément bousculée, mais positivement. Ok. Parce que quand tu te formes, en fait, tu travailles avec toi, avec ta matière, ton histoire, tes émotions. Et franchement, il y a eu un avant et un après, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses sur lesquelles je bloquais, je ne me sentais pas légitime, j'avais du mal à prendre la parole. Tu sais, c'est pas parce que tu fais des plateaux télé, que tu es adulé comme égérie sexy, que tu as super confiance en toi. En fait, c'est un personnage. Mais le vrai travail de fond, il se fait autrement. Et c'est vrai que ça m'a énormément fait avancer. Et je continue d'avancer, d'ailleurs. Tu me lances une perche sur Ouais. l'hypnose. Vraiment loin de moi cette idée. Et je sais que depuis tout à l'heure, déjà, tu es en train de Je suis stressé partir. depuis 10 minutes, parce que je sais qu'en vrai… Non mais en vrai, je suis… La question c'est, qu'est-ce que tu recherches à travers cet état? Parce qu'après tout, il y a plein de choses que tu peux obtenir sans partir en transe. Donc, ça serait quoi tu vois, un objectif sympa en fait? Pas forcément un truc lourd. Les gens ont la croyance que l'hypnose, c'est forcément aller dans les méandres de son enfance et visiter les pires parts de soi. Non, ça peut être un truc sympa, ça peut être curieux tu vois, d'une part de toi que tu as envie d'explorer, peut-être du passé ou peut-être de l'avenir. Puisque tout est possible en fait, dans l'imaginaire. Je sais pas. Non, peut-être on est dans un contexte quand on travaille dans la communication où ce qu'on fait doit être vu, il y a des likes, donc il y a toujours, tu vois, une espèce de course à devoir plaire dans ce qu'on fait, parce que c'est ce qu'on vend finalement, tu vois, et c'est un truc, moi, qui en plus m'importe. Moi, le regard des gens… De quoi? Tu dois plaire? Alors, pas moi, Harold, mais ce qu'on fait, tu vois, quand on fait des productions de contenu, on doit trouver en plus notre positionnement, c'est de faire des contenus qui sont unboring, qui sortent vraiment du lot, donc il y a une forme de pression quotidienne on doit faire des choses qui plaisent, et le marqueur qui peut nous déterminer que ça fonctionne ou non, indépendamment des KPI, si ça marche bien pour notre client, c'est est-ce qu'il y a des likes qui sont révélateurs d'une campagne qui fonctionne ou pas. Donc tu vois, il y a cette omniprésence. C'est le nombre de likes alors? Ouais, de course au like. Moi je prends du recul avec ça et je sais que je dois me détacher de ça, mais la réalité c'est que je ne suis pas totalement détaché. Je crée du contenu régulièrement sur LinkedIn, donc perpétuellement je suis liker ou pas liker, entre guillemets, tu vois, pour dire crûment les choses. Donc peut-être que ça peut être une orientation que je te donne. Mais ça permet quoi d'être liké en fait? Qu'est-ce que tu fais de ça? Peut-être Tu sais, c'est un peu comme une femme qui se dit « Ah, j'ai envie d'avoir des compliments aujourd'hui. Je vais mettre une petite jupe et je vais me balader dans les rues de Paris et tout le monde va dire que je suis bonne et jolie et machin. » Ok, d'accord. Et Bah non, mais si je te prends ça, en vrai c'est ça. Pour moi, c'est de se dire aujourd'hui, je vais faire un post sur LinkedIn, je vais mettre du temps, donc le même parallèle avec une nana qui veut se mettre machin, je vais mettre du temps à faire le truc, je vais essayer de correctement jongler sur les algos, et si le post fonctionne, je suis content parce que c'est-à-dire que ça a bien fonctionné. S'il fonctionne moins bien, c'est que j'ai un peu merdé. Et s'il a bien fonctionné, et ça, c'est un impact. Et s'il a bien fonctionné, qu'est-ce que ça permet? C'est quoi l'enjeu? Je suis content, parce qu'on est plus visible, donc potentiellement ça participe à la croissance de Com. Moi, toute ma vie, c'est Com, enfin en tout cas une belle partie, c'est Com. Je suis tellement heureux dans ce que dans ce que je donne à Com et ce que Com me donne. Je suis tellement passionné que c'est un marqueur, un voyant, une métrique qui permet de me dire que je vais dans la bonne direction. Mais c'est très anxiogène. Ah, c'est très anxiogène. Ah, donc, parce que j'allais te poser la question, c'est quoi le problème avec ça, en fait, puisque tu le fais déjà et ça fonctionne? C'est que parfois, si ça fonctionne moins, pour l'instant, c'est plutôt pas mal, mais si ça fonctionne moins demain, est-ce que c'est pas un truc qui peut, à l'instar d'être un truc qui me stimule dans du bon, parce que là, on est dans ce cas d'usage, peut-être qu'à l'inverse, ça pourrait me rendre plus triste, tu vois, parce que ça fonctionne moins à un moment. Alors, tu aimerais te sentir comment à la place? Imaginons, hein, on est dans l'imaginaire, on est juste en train d'envisager. Alors, ça peut paraître anxiogène, mais justement, il faut que tu la ressentes, cette anxiété, si tu as envie commence à voler, Céline. Si tu as envie de l'apprivoiser. Tu préfères t'asseoir sur le fauteuil? Vas-y. Ma fille, on rentre encore une fois dans de l'eau de rose, hein, mais tout ce que je veux faire en vrai de vrai, et ça c'est… Quand tu deviens papa, tu t'en rends compte, c'est le seul truc qui importe, c'est ça. Finalement, c'est le regard des autres ou… Le regard de ma fille. Le regard de ta fille, ok. Tu y es, et en plus, tu n'es pas seule. Tu as ta fille à tes côtés. Oh là là, mais quelle ressource! À se demander même ce qui est vraiment la véritable ressource. Est-ce que c'est cette planète où il y a tout ce à quoi tu aspires, ou est-ce que ça serait pas ta fille qui est à tes côtés? N'empêche que là, tu as les deux. Waouh, il y a un sourire sur ton visage, ça a l'air chouette. Ton cœur, il est vivant là. Il bat pour quelque chose. Il bat pour tes valeurs, il bat pour ta fille, il bat pour ta boîte aussi. Il y a la niaque qui remonte.
on pourra se revoir et aller plus loin dans l'expérience, bien sûr. C'était juste un... Oui, oh putain, ça fait Un bizarre petit de revenir échantillon. sur le... Ouais, reviens tranquille, étire-toi. Ah, en vrai, j'ai joué le jeu vraiment, parce que... Je pense que la plus grande force, c'est pas de montrer qu'on est fort, c'est déjà d'être ancré et de reconnaître, en fait, c'est apprendre à se connaître. Mm. Et se connaître, c'est aussi connaître sa vulnérabilité. Alors c'est vrai, dès lors qu'on fait des mots, ça peut paraître un peu bizarre, un peu perché, mais si vous voulez vous intéresser à l'hypnose, ça repose sur de la neuroscience, sur des recherches scientifiques. Donc on n'est pas dans la magie, on n'est pas dans la superstition. Quoique, il y a une petite dimension magique qui est bien sympa. Ouais. Putain, j'ai les doigts de pied. Alors, je sais pas si c'est que j'ai des fourmis ou pas, mais qui sont toutes. Genre, Mais t'es parti dans l'espace, Harold, Ouais. c'est normal. Mais là, il y a quelque chose qui ressort qui est fondamental pour toi. C'est qu'est-ce qui compte le plus? Bah, je crois qu'on le sait, du coup. Ouais. Par contre, c'est toi qui termineras l'épisode, parce que j'arrive à pas. Mesdames Après, et j'arrive messieurs, pas à le- après ce petit interlude, on vous dit à bientôt. Merci de liker, de commenter et de suivre la chaîne. Merci à toi, Céline. Merci, Harold. Merci tout le monde. Ciao. Oh, c'est dur de finir l'épisode comme ça. Ah, c'est bien.